Benoît Hamon, le porte-parole du Parti Socialiste et l'invité de Preuve par Trois. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La crise de la zone euro, la réponse franco-allemande en attendant celle de l'ensemble de l'Europe. La récession qui sera toujours là, évidemment, après la présidentielle, vont nous occuper au cours de cette émission. Benoît Hamon, Samir Tounsi de l'AFP, puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindront tour à tour. D'abord, votre réaction à la décision de la Cour de cassation pour qui le procureur Philippe Courroy a bien enfreint la loi sur la protection des sources journalistiques dans l'affaire Bettencourt, avec donc les écoutes de deux journalistes du Monde. Votre réaction ? On va attendre maintenant que la justice fasse son travail et qu'elle décide du sort de M. Courroy, qui manifestement a traité avec un zèle particulier cette affaire, qui mettait en cause à la fois le gouvernement, mais aussi la famille Bettencourt, et le choix qu'il a fait de demander des réquisitions contre des journalistes en violation de la loi, et notamment du secret de protection des sources, montre que globalement ce pouvoir a été très très loin quand il s'est agi de protéger les siens, en l'occurrence le gouvernement, qui était directement mis en cause dans l'affaire Woerth-Bettencourt, et nous ne sommes pas, à mon avis, au bout de nos surprises dans cette affaire. Quoi, vous avez des informations ? Non, aucune. Je dis que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Je pense que si le gouvernement a été si loin, c'est manifestement que les intérêts qu'il avait à protéger étaient considérables. Quel sort réservez-vous à Philippe Courroy, ou lui souhaitez-vous aujourd'hui ? La justice de faire son travail, mais j'observe que derrière tout ça, il y avait aussi des décisions qui relevaient de l'administration et probablement du ministre de l'Intérieur lui-même, puisque le DGPN, la DCRI étaient impliqués dans ces décisions-là. Donc au plus haut sommet de l'État, des fonctionnaires qui sont intimement liés à Claude Guéant, lui-même intimement lié à Nicolas Sarkozy, avaient choisi d'abonder dans le sens d'une surveillance des journalistes. On voit donc l'obsession qui est celle de ce pouvoir à neutraliser tous les contre-pouvoirs, y compris à les neutraliser au point de connaître leurs sources, a été jusqu'au viol de la loi. Et donc il est démontré, ou quasi démontré aujourd'hui, que ce pouvoir ne s'embarrasse pas de la loi ou du respect de la loi quand il s'agit de défendre ses intérêts. Vous en ferez un thème de campagne ? C'est un thème du gouvernement Sarkozy, c'est un thème de la gouvernance Sarkozy. Le mélange des genres, la défense des intérêts privés, l'utilisation des moyens de l'État pour défendre des intérêts privés, c'est hélas une caractéristique du mode de gouvernement de Nicolas Sarkozy. Ce qui est clair, et c'est un des engagements de François Hollande, c'est que notre objectif à nous est de redonner au contre-pouvoir démocratique le rôle qui doit être le leur dans une démocratie moderne. Haro, donc sur Nicolas Sarkozy, selon son conseiller Henri Guénaud. Il n'y a pas besoin de faire Haro, hélas, c'est pas moi qui étais à la place de M. Courroy quand il a fait ses réquisitions. Il était grand, il était procureur, il a lui-même décidé d'enfreindre la loi, donc c'est pas moi. C'est M. Courroy, le DGPN et le DCRI, M. Pechnard, M. Swarsini. C'est pas moi qui étais à leur place. Et ce que je sache, donc ces faits sont aujourd'hui avérés. Donc il n'y a pas de haro sur Nicolas Sarkozy. Que Nicolas Sarkozy s'explique, ce serait mieux. Lui aussi, il doit s'expliquer. C'est assez logique dès lors que tout ça se rapproche quand même considérablement de lui. Il y a des fusibles, j'entends. M. Guéant peut jouer le rôle de fusible, mais moi je ne crois pas au fait qu'un directeur général de la police nationale agisse de sa propre initiative sur des affaires aussi graves que celle-là, sans aval politique. Surtout pas sous Nicolas Sarkozy. Je n'y crois pas une seconde. Très bien. En tous les cas, vos critiques envers le chef de l'État... Que l'avis de Benoît Hamon. Redouble, c'est pour ça que vous êtes là pour les recueillir. Selon son conseiller Henri Guénaud, sans Nicolas Sarkozy, sans le chef de l'État français, l'Europe se serait effondrée à plusieurs reprises. Qu'est-ce que vous répondez à ce jugement ? C'est le thème classique de « sans moi ce serait pire ». C'est le registre qu'a utilisé régulièrement Nicolas Sarkozy, qui consiste à agiter la peur de l'avenir pour justifier qu'il soit encore en place et qu'il puisse continuer à donner des coups de boutoir au modèle social français et au service public. Si je ne le fais pas, ce sera encore pire, ça aurait été pire si je n'avais pas été là. Je trouve que c'est faible comme argument de campagne, et si c'est le seul argument qu'il a à défendre, je pense que nous n'aurons pas de mal à le contrer sur le fond. Évidemment, il y avait bien une autre politique possible que celle qui aujourd'hui nous condamne à l'impasse de l'austérité. On va en parler. Mais et nous le démontrerons lors de l'élection présidentielle. Vous ne trouvez pas quand même que les efforts de Nicolas Sarkozy et Angela Merkel, qui ont conclu un compromis à l'Élysée, vous le critiquez sur le fond, est-ce que vous n'estimez pas néanmoins que leurs efforts conjoints pour trouver une issue à la crise de la zone euro
est bien mal récompensé, par exemple, par l'agence Standard & Poor's, qui menace désormais 15 pays en Europe, la France tout particulièrement. Est-ce que vous trouvez que cette mise sous surveillance par l'agence de notation américaine est innocente? Que voulez-vous que je vous dise? Ils ont renoncé à s'attaquer à un système dans lequel la pluie et le beau temps, et y compris les gouvernements aujourd'hui de la zone euro, sont faits ou constitués dans les castings, comme dans les politiques, par les marchés financiers. Vous avez désormais des gouvernements Goldman Sachs en Grèce et en Italie, et un président de la Banque Centrale Européenne, Goldman Sachs. Ils ont donc renoncé à s'attaquer à ce système. Ce système qui vient leur dire aujourd'hui quoi? C'est pas par un nouveau traité qu'on résoudra et la crise de la dette, d'une part, mais aussi ce qu'aujourd'hui pointe Standard & Poor's. Qui a pris son avis avant le compromis de l'Élysée. Qui a publié un communiqué après. Ce qui veut dire qu'elle ne l'a pas corrigé. Mais pointe quoi? La récession qui s'annonce. Et la récession liée à quoi? À l'austérité. Donc on a mis en œuvre une politique d'austérité qui s'attaque en clair à la dépense sociale, à la dépense publique, aux services publics, comme seul moyen de sortir de la crise en pariant sur un retour de la confiance assez miraculeux qui serait un retour de la confiance qui d'un coup viendrait irriguer les marchés financiers. Sauf qu'il n'y a pas de croissance. Donc il n'y aura pas de confiance. Et nous sommes dans un cercle qui est un cercle vicieux, qui a été, on ne pourra pas leur reprocher d'avoir fait leur boulot, anticipé par bon nombre de grands économistes qui avaient dans le siège de Stiglitz, Krugman, le Nobel d'économie, ou de quelques autres, en France aussi, à l'OFCE. Là encore, je lisais une tribune remarquable de M. Amable, qui est économiste à Paris 1, qui redisait cela. Le cercle vicieux, c'est l'austérité comme réponse à la crise de l'endettement, sauf que l'austérité, ça crée de la récession, et la récession, ça crée quoi? Une panne de recettes fiscales, donc du déficit à nouveau. Benoît Hamon, d'aucuns disent que la réponse à la crise de la zone euro aujourd'hui, c'est pas l'austérité, mais c'est d'abord la rigueur, la rigueur budgétaire. Pour vous, c'est la même chose. C'est exactement. Quand on vous explique que les pensions vont être coupées, les salaires sont réduits, qu'on supprime un 13e mois, que vous allez avoir moins de retraite, que vous allez avoir moins de services publics, que vos allocations chômage vont diminuer, qu'on va conditionner vos allocations familiales, qu'on va mettre... Bref, vous avez compris que c'est l'austérité, c'est cela. Et quel que soit le bout par lequel on prenne ces politiques, en France, c'est une augmentation de la TVA, c'est la modification d'une multitude de conditions d'accès aux prestations sociales. S'il faut garder, vous souhaitez que la France garde son triple A, bien évidemment. Et pour cela, il faudra aller plus loin, justement, dans la rigueur, ou ce que vous appelez, évidemment, avec la conséquence pour les peuples, l'austérité. Mais non, parce que vous pensez que davantage, ce que François Hollande dit, c'est l'austérité nous mène à l'impasse. Et il ne faut pas l'austérité, il faut demain une réforme fiscale qui fasse rentrer des sous dans les caisses de l'État pour qu'il puisse mettre en place une politique de relance. Mais sinon, il n'y a aucune chance de se sortir de la crise. C'est pour ça qu'à la fois, voir aujourd'hui, vous parliez d'un effort de Mme Merkel et Nicolas Sarkozy, encore qu'il y en a qui ont fait un plus gros effort que d'autres. Ils se sont rapprochés un peu, hein, même si vous parlez de capitulation. Moi j'adorerais... oui, mais attendez. Mme Merkel voulait un nouveau traité. Elle l'a. Mme Merkel ne voulait pas qu'on touche au statut de la Banque Centrale Européenne. Elle a obtenu. Mais elle ne dira rien quand la BCE s'investira sans doute plus massivement dans les dettes souveraines. Mais elle ne veut pas de remise en cause ni de son statut dans les missions, ni dans l'indépendance. Elle ne voulait pas d'eurobonds, réclamé par tout le monde. Je veux dire, The Economist, qui est quand même pas la Bible de l'économie administrée. The Economist plaide pour les eurobonds. Elle ne voulait pas, elle n'en a pas eu. Elle voulait des sanctions automatiques contre les États récalcitrants en matière de discipline budgétaire. Elle les a obtenus. Qu'avons-nous, nous, Français, obtenus? Une solidarité sans doute plus grande au sein de la zone euro? Manifestée par quoi? Un peu de convergence sociale, de l'harmonisation fiscale? C'est à l'ordre du jour de quand? Les sanctions ne seront pas directement décidées par la Cour de justice? Oui, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, on vous agite un truc qui serait terrible, et après, comme on vous vend quelque chose qui est un tout petit peu moins terrible, ça devient moins douloureux. Sauf qu'aujourd'hui, les sanctions seront automatiques. Vous savez ce que c'est la pénalité pour la France? 0,2% du PIB. 4 milliards d'euros qu'il faudrait débourser si jamais on venait à enfreindre cette règle-là. Et pourquoi est-ce qu'on serait amené peut-être à enfreindre les règles du pacte de stabilité? Si demain, un gouvernement dit « je veux baisser les impôts sur les PME pour relancer l'emploi », ça me fait moins de recettes fiscales, donc peut-être un peu de déficit. Si demain, un gouvernement dit « je veux investir dans l'éducation parce que j'ai besoin d'élever le niveau de qualification de mes enfants », eh bien, ça fait plus de budget d'éducation, donc un peu plus de déficit. Donc je suis obligé de passer devant la Commission européenne, attendez, qui va me donner un permis. Est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Trouvez-vous normal, vous, que votre bulletin de vote qui fait élire un député qui est censé faire le budget, eh bien ce bulletin de vote n'élise que quelqu'un qui va soumettre un projet dont un fonctionnaire européen décidera si oui ou non
il vous est permis de le mettre en œuvre. Eh bien, c'est un recul démocratique. C'est cela que nous critiquons. C'est pour ça que François Hollande a insisté sur la nécessité de ne pas abandonner notre souveraineté budgétaire. Alors, vous avez oublié un aspect, tiens, dans le compromis Merkel-Sarkozy, c'est l'adoption de la règle d'or. Hein. Pour vous, c'est pas un progrès non plus, oui. Pour vous, c'est triple non. Sachant, oui. Vous le savez, que Nicolas Sarkozy, devant les responsables de la majorité réunis en petit déjeuner, a dit que le pays avait besoin d'union. Que lui répondez-vous? Il y a des tas de voix qui se multiplient à droite pour dire union nationale. Quand il prépare un forfait, il vaut mieux qu'il y ait tout le monde derrière lui. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour la règle d'or, parce que je ne vois pas pourquoi, par la règle d'or, on en viendrait à, soudain, par un coup de baguette magique, remettre en cause les turpitudes et le laxisme fiscal de la droite qui a vidé les caisses de l'État en distribuant les cadeaux fiscaux. Si monsieur Nicolas Sarkozy est sérieux, 2 secondes, et je vous le dis solennellement, la règle d'or, ça commence par rétablir l'impôt sur la fortune dont il vient d'exonérer 300 000 contribuables pour l'exercice fiscal actuel. Qu'est-ce qui justifie que l'on se prive de plus d'1 milliard d'euros de recettes fiscales alors qu'on parle de règle d'or? Il veut de la convergence en tout cas qu'on tende à l'équilibre. Eh bien qu'ils reprennent ces recettes qui allaient auparavant abonder les caisses de l'État et qui aujourd'hui n'y vont plus. Voilà, donc c'est juste, c'est assez curieux, mais c'est de voir Nicolas Sarkozy qui parle de règles d'or. Et d'union nationale. Mais non, mais c'est du carton-pâte, c'est du toc, tout ça. Et nous disons, demain nous arriverons au pouvoir, avec la volonté de mettre en œuvre une réforme fiscale, nous serons particulièrement économe du denier public et devant les Français. Ça veut dire rigueur. Mais vous savez, pas faire n'importe quoi avec l'argent qui rentre dans les caisses de l'État, c'est assez logique, surtout quand ça va à payer des profs, quand ça va à payer des policiers. Mais il faut être rigoureux dans l'exercice de la responsabilité qui est celle de la puissance publique. J'ai pas peur du mot rigueur aujourd'hui. Mais ça dépend ce qu'on met dedans. Je veux dire, rigueur, si vous voulez, la rigueur, ça ne veut rien dire. Benoît Hamon, vous êtes le porte-parole aussi de François Hollande, hein, puisque vous le citez abondamment. C'est le candidat de la gauche. Alors, comment est-ce qu'il peut être applaudi et accepter l'ovation des socialistes allemands tout récemment, et puis il y a quelques semaines espagnols, oui, mais ce sont des socialistes qui dans leur pays ont voté la fameuse règle d'or. Vous ne voulez pas entendre parler. Beaucoup d'autres n'ont pas fait, et l'applaudiraient tout autant. Qu'est-ce qu'ils applaudissent? La volonté aujourd'hui de montrer qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, les politiques d'austérité. Et que ce chemin que propose aujourd'hui François Hollande passe par le retour, même en période de crise, de progrès social. Il est inadmissible, inconcevable pour nous de dire qu'aujourd'hui, il n'y ait plus de place au progrès social et que ce soit toujours les mêmes qui payent une facture pour laquelle, ou la facture d'une dette pour laquelle ils n'ont aucune responsabilité. C'est la justice sociale, c'est l'idée, et la justice fiscale, c'est aussi ça qu'on applaudit à Berlin, à Madrid ou ailleurs. Et c'est surtout, je le dis, 1 an avant les élections allemandes, un grand espoir pour la gauche européenne, François Hollande, et ce qui va se passer en France va évidemment irriguer la scène politique européenne. Très bien, je retiens que vous parlez quand même de rigueur pour l'après 2012 en cas d'alternance, hein, Benoît Hamon. Alors on va parler de la campagne électorale. Samir Tounsi de l'agence France Presse va nous rejoindre à la campagne électorale qui donc va se poursuivre. On le constate dans un climat d'angoisse et de découragement d'une large partie de la population. Un sondage doit vous alarmer. On découvre que les ouvriers penchent désormais majoritairement pour Marine Le Pen. Écho de ce désenchantement et de cette résignation qui domine, par exemple, la PSA Aulnay-sous-Bois où s'est rendu Mounir Soussi. Sur le site PSA d'Aulnay-sous-Bois, l'avenir s'écrit en pointillé. La menace d'une fermeture plane sur les 3600 salariés. À l'approche de l'élection présidentielle, ils en sont convaincus. La solution ne viendra pas des urnes. Je pense qu'il n'y a aucun parti qui nous sortira de l'ornière. Maintenant, ce n'est pas un bulletin de vote qui va changer les choses. Moi, je crois que c'est de toute façon, on va droit vers une explosion sociale, hein, et j'espère que ça arrivera, parce que là, c'est pas possible. On ne peut pas les laisser tout dézinguer. Là, depuis, ils ont commencé à nous dire qu'ils vont fermer les usines. On n'a pas vu les partis politiques qui viennent nous soutenir. Zéro. Un parti pourtant semble conquérir cet électorat, le Front National. Le discours anti-mondialisation de Marine Le Pen trouve un écho chez les ouvriers. Avec plus de 42% d'intention de vote, la candidate du FN culmine dans les sondages. Elle surclasse Nicolas Sarkozy et François Hollande.
C'est pas les ouvriers des années 70 qui votaient en faveur du PC et qui aujourd'hui seraient tentés par le vote FN. C'est pas du tout ça. Ce sont les ouvriers les plus jeunes, ceux qui ont vécu la crise, qui sont les plus fragiles et qui eux peuvent avoir la tentation de voter en faveur du Front National. Une désaffection gênante pour la gauche et les partis de gouvernement. Le PS peine à retrouver les mots qui touchent les ouvriers, au risque d'une rupture avec cette ancienne base. Il y a une tentation dans certains partis politiques, finalement, de ne plus construire l'offre électorale en tenant compte de ces populations, de ces milieux populaires, puisqu'ils votent de moins en moins. Les 7 millions d'ouvriers restent un réservoir de voix considérable. Mais si le Front National fait une percée dans cette population, le premier réflexe de cet électorat volatile reste l'abstention massive. En moyenne, au moins un ouvrier sur 3 boude les urnes à chaque scrutin. Voilà, Samir Tounsi donc nous a rejoint pour l'agence France Presse. Samir. Bonjour Benoît Hamon. Bonjour. Vous avez vu ce reportage. François Hollande va précisément demain au Creusot, à la rencontre des ouvriers. Que doit-il dire pour tenter de récupérer l'électorat ouvrier que vous avez perdu depuis longtemps déjà? Oui, parce que c'est ça, je vais vous dire, moi je pense ça très au sérieux. Très au sérieux même. Parce que ce que ça dit du scepticisme des ouvriers, mais des employés, la plupart des Français qui appartiennent à la classe moyenne vis-à-vis du bulletin de vote, en gros, ça ne sert plus à rien. De toute façon, crise ou pas crise, moi, il m'arrive toujours la même chose, et c'est toujours les mêmes qui ont les fesses bien confortables dans des bons coussins en velours. D'ailleurs, c'était PSA, quand on apprend désormais la famille Peugeot est une des familles les plus riches françaises, dont la fortune fiscale est exilée en Suisse. Tout ça est assez amusant. On peut faire fin de la parenthèse. Je le prends très au sérieux. Je pense que François Hollande doit être le candidat de la production. Le candidat d'une France qui retrouve un outil industriel et qui redonne toute sa valeur à ce qu'est la production de la richesse et le fait que nous ne sommes pas condamnés à être une économie de service où on ferme les usines pour expliquer que tous les travailleurs et tous les ouvriers vont être reclassés dans l'économie de service, dont je ne sais pas quoi d'ailleurs. Candidat de la production pour des gens qui rêvent d'une explosion sociale pour mettre le système par terre, c'est pas un peu abstrait? Mais non, mais candidat de la production, ça veut dire qu'on s'intéresse au travail, au boulot des gens. Au fait que ce boulot leur permette, d'accéder à la propriété, que leurs gamins aient des conditions d'éducation bonnes et qu'on puisse partir en vacances assez tranquille, qu'on soit protégé contre la maladie et qu'on puisse faire de cet argent que l'on tire de son travail le moyen de pouvoir grandir un tout petit peu. Or aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'abord, il y a de plus en plus de précarité, les emplois créés sont de moins en moins en CDI, de moins en moins en CDD, de plus en plus en intérim, que le salaire que l'on tire de son boulot est de moins en moins élevé. Et au bout du compte, même... C'est le sentiment, vous parliez des travailleurs jeunes, des ouvriers jeunes, et c'est ça aussi, moi, je veux dire, ce reportage vient confirmer ce que l'on sent, c'est l'impression, en gros, que l'horizon, il est de plus en plus sur le court terme et qu'on peut plus se projeter dans l'avenir. Les salaires, on vous entend peu parler des salaires. Quand je parle du candidat de la production, c'est que cette question de la négociation sociale et du partage de la richesse, qui s'est faite totalement au détriment des salaires et totalement en faveur de la rémunération du capital, qui a explosé dans les 30 dernières années, ça c'est une question centrale. Mais on n'entend pas François Hollande remettre en cause le dogme dominant qui consiste à faire pression sur les salaires pour lutter contre l'inflation. On l'entend peu là-dessus. Nous ne pensons pas, et pas plus François Hollande que qui que ce soit au Parti Socialiste, que c'est la baisse du coût du travail, donc par la baisse des salaires, qu'on sera compétitif avec la Chine. J'en parle là, vous me posez des questions. Et on sera compétitif avec la Chine. C'est pas comme ça. On pense que c'est par le fait qu'on investisse dans ce qu'on appelle des produits de valeur ajoutée, dans la qualité, qu'on arrivera à être compétitif. Pour ça, il faut investir dans l'outil industriel, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Quand nous proposons demain qu'il y ait une grande banque publique d'investissement qui fasse émerger une grande filière de l'énergie renouvelable pour se substituer à l'électricité produite aujourd'hui par le nucléaire et qu'il ne le serait plus, on va créer des centaines de milliers d'emplois industriels. Mais à côté de ça, je ne veux pas oublier le point qui, à côté des créations d'emplois, est central, c'est peut-on imaginer dans les années à venir un autre partage des richesses en faveur des salaires. Cette question, elle sera posée dès la première année, dans une conférence salariale et sociale qui mettra autour de la table les partenaires sociaux, le gouvernement, donc les syndicats et le patronat. Et on verra, branche par branche, quelle est la situation. Il y a des branches, aujourd'hui, qui s'enrichissent, qui dégagent de la valeur ajoutée et qui distribuent cette valeur ajoutée, cette richesse nouvelle, essentiellement sous forme de bonus en dividendes pour les actionnaires. Ça n'est pas aujourd'hui acceptable, et surtout en période de crise. Tout à l'heure on parlait de rigueur, mais ceux pour qui on va être rigoureux, là où il va y avoir rigueur, je vous l'annonce tout de suite, ça va être pour ceux qui s'en sont mis plein les poches depuis 10 ans, alors que pour tous les autres, c'est les poches qui se vident. Les plus riches,
Les plus riches. Qui À Les partir plus de riches, combien mais qui et Comment, comment surtout Ceux qui payaient l'impôt sur la fortune ne le payent plus. Ceux qui ont bénéficié d'optimisation fiscale au point de ne plus payer d'impôts, alors qu'ils sont capables de s'acheter et des grosses voitures, et des gros bateaux de plaisance, et des grosses maisons. Ceux pour qui c'est très simple. Quoi qu'il se passe, crise ou pas crise, ça ne change rien à leur vie. Pour vous, ça la change peut-être. Mais eux, ça ne leur change pas la vie. Ça change ni le niveau des loyers qu'ils récupèrent, des apparts Combien de qu'ils ont. personnes, là, visez-vous Bah, Vous avez une estimation ça concerne des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Français qui vont mieux aujourd'hui qu'ils n'allaient avant la crise et qui se sont enrichis. Et pour ceux qui sont les plus riches, comme pour les entreprises qui ne payent pas l'impôt sur les bénéfices des sociétés, j'ai l'impression que Michel Grosser, vous découvrirez quelque chose. C'est comme ça qu'on va désendetter la France. Que, par exemple, c'est peut-être vous qui en achetez, mais il y a une augmentation des ventes de 4x4, Audi, Porsche, etc. C'est pas vous. Voilà, des yachts aussi. Donc comme c'est pas vous qui les achetez, ni vous, ni moi, il y a des gens qui les achètent. Donc voilà, à ces gens-là, ça va être la rigueur. Et la rigueur dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va être, nous, rigoureux sur le fait que eux payent ce qu'ils doivent à la collectivité. Il y a une solution qui est avancée par certains, à droite, mais aussi à gauche, pour faire rentrer de l'argent dans les caisses massivement. Là, on ne fera pas que les super riches, mais je pense à la TVA sociale. Ah bah c'est une quelle belle idée, c'est-à-dire que vous faites payer de la TVA à tout le monde, c'est-à-dire que vous la payez... Manuel Valls, par exemple, défendait cette hypothèse-là lors de la campagne des primaires. François Hollande primaires. ne la défend pas. François Hollande est candidat à l'élection présidentielle et il ne défend pas le principe d'une augmentation tout simplement de la TVA dont on vous dit qu'elle va aider à la lutte contre les délocalisations. Il y a un moyen très simple de lutter contre les délocalisations, c'est de faire au niveau européen ce que M. Sarkozy a été incapable de négocier avec Mme Merkel, le fait de permettre qu'aux frontières de l'Europe où nous avons des tarifs douaniers s'appliquent aux produits qui viennent de pays qui ne respectent pas les normes minimales en termes sociales et les normes minimales en termes environnementaux, s'applique une surtaxe qui fasse en sorte que leurs produits et leurs marchandises... Une taxe de réciprocité, c'est la même idée. Oui, mais bon alors, elle est dans le projet socialiste, ça s'appelle les écluses tarifaires depuis des mois. Et vous observerez que l'UMP critiquait ces propositions en nous traitant de protectionnistes. Alors, soit Nicolas Sarkozy en vient à penser que nos solutions sont les bonnes, et ce qui est bien, moi j'en suis ravi, mais ne tournez pas le problème à l'envers. C'est quand on a une bonne idée et que les autres courent après, il ne faut pas m'expliquer que c'est l'UMP qui l'a sorti en premier, c'est pas le cas. Mais c'est du protectionnisme éclairé, ciblé, sectoriel, temporaire. Et ça aide à la relocalisation d'activités. On va revenir sur des points très concrets, si vous permettez. Je vous entendais parler de l'impôt sur la fortune. Très concrètement, il faut remettre le seuil d'entrée à 800 000 euros. Écoutez, on va voir sur la réforme fiscale. Je ne vais pas rentrer dans le détail de la réforme fiscale. C'est un point important. Mais ce qu'on rétablira, c'est un grand impôt sur le patrimoine qui, à la fois avec les droits de succession... Aucun responsable socialiste ne répond jamais à cette question. Mais pourquoi ? Parce que ça touche le haut de la classe moyenne. L'objectif, c'est d'améliorer le rendement de ce type d'impôt. C'est de faire en sorte... Pourquoi aucun responsable socialiste ne répond à cette question ? Parce que ça touche le haut de la classe moyenne ? Mais non, c'est pas du tout. C'est parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si c'est ça le bon seuil à partir duquel il faut le déclencher. C'était l'ancien seuil qui a été modifié en juin dernier. Si ça se trouve, il sera plus bas, si ça se trouve, il sera plus haut. Mais nous allons engager une réforme fiscale qui est d'une grande simplicité. On aligne la fiscalité du travail sur celle du capital sur celle du travail. On fait en sorte d'avoir un grand impôt sur le patrimoine qui intègre le droit de succession, on rétablit l'impôt sur la fortune, mais on fait en sorte que ceux qui vivent de la rente payent plus d'impôts. On met en place une réforme de l'impôt sur le revenu qui le rende beaucoup plus progressif par la fusion avec la CSG, le prélèvement à la source et la création d'une tranche supplémentaire. Bref, on va avoir une fiscalité plus claire, plus juste, et dans laquelle je peux vous dire le résultat, parce que cette réforme fiscale sera faite à l'aune de ces deux critères, améliorera le rendement des impôts sur le capital et fera en sorte que la fiscalité soit plus juste. C'est-à-dire que pour une entreprise moyenne... Dès l'exercice 2013, en cas de victoire de François Hollande, ce sera la priorité, François Hollande l'a dit, la première grande réforme qu'il met en place, qu'il va engager, ce ne sera pas la seule, mais ce sera la réforme fiscale. Elle est indispensable si on veut avoir après une politique qui est une politique à la fois vertueuse sur le plan des finances publiques, mais aussi de relance de la croissance et de création d'emplois. Un danger pour l'élection ? C'est un danger. En 2012 ? C'est un danger pour beaucoup de choses, pour bien des aspects de notre modèle social. Mais comment la contrer ? En parlant politique. Des étrangers ? Mais pourquoi pas ? Moi, j'ai aucun problème. C'est pas parce que Marine Le Pen est contre et que d'abord il y a une majorité de Français aujourd'hui qui sont pour, pas parce que Nicolas Sarkozy était pour, contre, que moi ça va me faire changer mes idées. Moi, je m'honore d'avoir les mêmes convictions, même quand on est minoritaire.
Je ne fais pas ça au gré des sondages. Donc j'étais pour le droit de vote des étrangers il y a longtemps, je l'étais il y a 10 ans, et je le suis toujours. Et je pense que ce droit de vote des étrangers aux élections municipales, dont je rappelle qu'il existe déjà pour tous les étrangers communautaires qui sont membres de l'Union européenne, et ce droit de vote pour les étrangers aux élections locales, qui ne leur permettra pas d'avoir des maires, comme contrairement à ce que dit M. Guéant, mais ce droit de vote des étrangers, il est soutenu par une majorité de Français qui constatent quoi? Que leurs voisins étaient au moins autant intéressés qu'eux aux politiques locales, au moins autant intéressés qu'eux à la vie associative et la vie locale, paye des impôts locaux, bref, est un citoyen. Benoît Hamon, c'est François Fillon en personne qui va venir ici au Sénat, c'est assez exceptionnel, dans l'hémicycle pendant l'examen du texte, de votre texte, pour l'octroi du droit de vote aux immigrés. Que le Premier François ministre Fillon de la fait République du se Claude mobilise Guéant. en personne pour empêcher une conquête et un progrès démocratique. Mais quelle est la stratégie politique derrière ça? Il fait Derrière comme ça, Claude Guéant. c'est courir après le Front National, non? Vous ne croyez pas? François Fillon court après le Front National? Ah, sans hésitation. Il est le Premier ministre d'un gouvernement qui, sur les Roms, sur les étrangers en situation régulière ou irrégulière, a pratiqué une politique qui est une politique bon chic, bon genre sans doute, mais une politique de stigmatisation et de discrimination de beaucoup de nos compatriotes ou beaucoup d'étrangers et d'immigrés. Donc c'est sans doute très BCBG toujours. François Fillon. C'est-à-dire qu'il ne s'empêche pas. Bon chic, bon genre. C'est proprement dit. Ça ne veut pas dire pour autant que ce soit très joli sur le fond. Eh ben c'est pas très joli ce qu'ils ont fait. Et ça m'étonne pas que le sale boulot, une fois de plus, soit fait par François Fillon. Vous ne croyez pas que sa sincérité, quand il estime que le droit de vote doit rester lié intimement à la citoyenneté française? Eh ben, je lui rappelle. C'est ce que dit par exemple Jean-Pierre Chevènement qui explique avoir évolué sur la question. Je lui rappelle que beaucoup de maires ont été élus grâce à des voix d'Allemands, Néerlandais, de Portugais et d'Italiens. Pays avec lesquels il y a une réciprocité du droit de vote aux élections locales. Mais c'est une citoyenneté. Mais nous pensons aujourd'hui que la citoyenneté locale, qui ne veut pas dire que... je sais bien ce qu'est l'idée de la nation française, c'est que chaque citoyen est détenteur d'une parcelle de la nation. Donc le vote est réservé aux nationaux, parce que seuls les nationaux sont citoyens. Ces votes-là sont réservés aux nationaux, mais la citoyenneté locale, c'est-à-dire le fait de décider ou pas, eh bien ici, de la construction d'une crèche, de pousser à cela, à ce qu'il y ait des politiques locales, communales, en faveur eh bien, du quotidien. Et à cela, je pense qu'il est assez normal, et je suis heureux que les Français aient la maturité que François Fillon n'a pas, et le souci des conquêtes démocratiques que François Fillon n'a pas. Il est assez naturel de l'étendre aux étrangers, sous condition de résidence, évidemment, et du fait qu'il soit là depuis un certain temps, quand même. Alors, ce sera un grand débat au Sénat, en tous les cas. Donc, vous l'avez dit, hein, Samir, donc François Fillon viendra en personne, et la séance sera présidée par Jean-Pierre Bel, le président socialiste. Et je suis heureux qu'on ait une vraie bataille politique avec la droite, et je suis heureux que ce soit François Fillon qui soit sur ce terrain-là, et je suis heureux qu'on lui inflige une défaite politique au Sénat. Samir, encore une question? Encore une seule? Rapide. François Hollande revient de Berlin. S'il est élu président de la République en mai, il aura face à lui Angela Merkel, au moins pendant 15 mois. 15 mois quand même. Je vous entendais parler, Angela Merkel obtient tout ce qu'elle veut face à Nicolas Sarkozy. Comment François Hollande pourrait-il s'y prendre? Quelles seraient ses marges de manœuvre pour inverser Quelles seraient ses marges de manœuvre pour inverser le rapport de force actuel avec l'Allemagne? Pas compliqué, non? Au risque de faire voler en éclat le couple franco-allemand et l'Union européenne. C'est quand même curieux. C'est que nous, moi, je rentre pas dans une négociation comme ça, comme une sorte de petit être craintif qui va dire oui à tout et qui va s'entendre dire non à tout le monde. C'est au bout du compte, le résultat, c'est quoi? Elle a tout, on n'a rien. Moi, je ne sais pas. Vous êtes obligé de dire non à un nouveau traité? Oui à un nouveau traité? Non, pas obligé. Vous êtes obligé de vouloir la ratification. Pourquoi? C'est calcul politique. C'est qu'il espère gêner les socialistes. Imaginez qu'une décision de cette importance soit prise par Nicolas Sarkozy juste parce qu'il espère nous ennuyer en nous ressortant, mais les socialistes allemands ont fait ci, les socialistes espagnols. Mais attendez, mais la motivation est quand même d'une rare faiblesse. Donc, ce que je crois, c'est que voilà, il faut juste défendre ses idées. Moi, les Allemands défendent les leurs, nous défendons les nôtres, et puis quand on constate qu'on n'est pas d'accord, on n'est pas juste obligé de prendre la feuille de Mme Merkel, reprendre les éléments de langage et de s'aligner dessus. Vous êtes toujours en bon terme avec Arnaud Montebourg, vous le voyez encore assez régulièrement? Excellent terme avec Arnaud Montebourg. Je ne vois pas pourquoi je serais en mauvais terme, mais j'ai dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. Après la politique à la Bismarck d'Angela Merkel, la semaine dernière, cette semaine, il veut mettre les agences de notation hors la loi. Vous porte-parole de François Hollande, vous êtes d'accord? Je pense qu'il a raison de dire qu'aujourd'hui, le rôle des agences de notation est un rôle absolument... Non, il veut les mettre hors la loi. Oui, moi, dans un livre que j'ai écrit il n'y a pas encore quelques semaines, donc j'ai dit à peu près la même chose. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, elles jouent un rôle négatif pour la démocratie en Europe, en France et dans le monde. Qu'elles font de l'ingérence dans des domaines qui doivent relever de la seule souveraineté des peuples. Moi, je me moque de Standard & Poor's, Moody's et Fitch quand elles me disent quel type de politique sociale il faut faire. Si vous êtes ministre en 2012, vous parlerez comme ça? Si vous êtes ministre en 2012, vous parlerez comme ça? Encore plus. Moi, je le dirais encore plus. Si Moody's m'explique que je ne dois pas faire d'école,
Moi, j'irai aucun problème. On prend l'engagement. Si en mai 2012 vous êtes ministre, vous continuez de parler comme ça. J'espère qu'on aura gagné les élections présidentielles avant, savoir si le casting du gouvernement. Mais je ne change pas d'avis, moi. J'ai toujours les mêmes positions. Vous ne changez pas d'avis, mais votre fonction quand même est un peu différente désormais, vous qui aviez soutenu quand même Martine Aubry lors de la primaire. On va en parler. C'est insurmontable de passer de Martine Aubry à François Hollande, c'est-à-dire d'une socialiste à un socialiste. Alors, est-ce néanmoins une position délicate pour vous aujourd'hui? On n'a pas l'impression depuis le début de cette émission. On voit ça avec Aïda Kerkouach avant d'accueillir Perrine Tarnaud. 3 ans déjà comme porte-parole, Benoît Hamon, le responsable socialiste, avait trouvé le poste pour se faire entendre. Seulement depuis les primaires, le théâtre du PS joue une nouvelle pièce. Benoît Hamon n'est plus le seul porte-parole. Depuis la désignation de François Hollande, les cartes sont rebattues. Benoît Hamon devra cohabiter avec les 4 porte-paroles du candidat. La voix de la rue de Solferino devra s'accorder avec les Hollandais, tourner la page des primaires et des petites phrases. Je ne crois pas qu'il y aura de cacophonie parce que le travail sera fait de coordination. Je pense que Benoît Hamon n'est pas le représentant du candidat François Hollande, il est le représentant du Parti socialiste. C'est une force, mais c'est aussi une force collective. Les points presse de Benoît Hamon, aile gauche du PS, seront sans doute moins prisés par les journalistes. Coincé entre le parti et le candidat, la parole de Benoît Hamon risque le dérapage permanent sur des sujets comme l'intégration européenne, l'économie ou encore les accords PS-Verts. Benoît Hamon incarne la voix du Parti socialiste. Évidemment, ça doit être fait en bonne harmonie avec le candidat, mais il y a des moments aussi où on a notre spécificité, peut-être un peu une détermination au changement forte. Mais surtout, Benoît Hamon lorgne l'après-présidentiel. Discipline personnelle et discipline de parti oblige, il doit se ranger derrière celui qui incarne la social-démocratie et se mettre à disposition s'il veut devenir député des Yvelines et tourner la page des européennes. Bonsoir Perrine Tarnaud, c'est à vous. Bonsoir Michel. Juste pour rebondir sur vos propos avant ce sujet, Benoît Hamon, vous disiez c'est pas insupportable de passer de Martine Aubry à François Hollande. Pourtant sur RTL, le 18 octobre, c'était au lendemain de la désignation de François Hollande, vous disiez le problème c'est de savoir comment on se rassemble derrière François Hollande, c'est comment on fait la différence entre la gauche et la droite. Si on traduit, François Hollande, il n'est pas clairement de gauche. Ah non, vous allez vite. C'est ambigu vos propos. Non, si je pensais ça, il aurait fallu que je démissionne. Si je pensais que François Hollande n'était pas clivant, comme il vient de le faire, de manière magistrale sur la question européenne. Il y a d'un côté ceux qui sont pour la souveraineté et la démocratie, de l'autre ceux qui l'ont abandonné. Et c'est assez clair. Et d'ailleurs, la présidentielle devra trancher cela. C'est quel type de construction européenne on veut. Et je pense que ce qui est la force, justement, je fais le lien entre le fait qu'il clive et le rassemblement, la force de François Hollande, c'est qu'il vient sur cette question très précisément, de réconcilier des femmes et des hommes qui, sur la question du traité constitutionnel européen, de gauche ou de droite, avaient voté oui et avaient voté non. Et on a un cap qui est celui de l'intégration européenne, mais on le dit que ça ne se fera pas au détriment de la souveraineté populaire. Et je pense qu'il fait le lien entre les deux. Et moi, je me sens, mais alors là, totalement confortable dans ce qui a été le discours, donc je dis magistral, de François Hollande à Berlin. Donc vous vous sentez aussi confortable aujourd'hui dans vos habits de porte-parole du Parti socialiste, derrière un candidat que vous n'aviez pas choisi. Bah oui, mais bon, c'est la démocratie. En même temps, heureusement, j'étais pour les primaires, j'étais pour cet élan citoyen. Je regrette pas ce que la primaire a produit de débats démocratiques, de fraternité sur le terrain. Et voilà. Encore un peu le résultat. Non, ça est passé maintenant. Maintenant, il y a une bataille. On a toujours dit que la plus importante, c'était celle qui est à venir. Mais vous avez eu des états d'âme pour conserver cette fonction derrière François Hollande, après la défaite de Martine Aubry? Non, mais on s'est très on a eu pour vous. Oui, c'est ça. Ça m'a pas échappé. On a cherché à vous encadrer, même. Oui, voilà. Donc on vous craint en Parti socialiste, alors? Non, mais je pense qu'on pousse... Oui, peut-être, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas le plus important. L'essentiel, c'est la relation que moi, j'ai avec à la fois François Hollande, mais aussi Martine Aubry. Comment vous la définissez, votre relation avec François Hollande? Sérieuse, quotidienne. Quotidienne? Oui, quand on a besoin de s'appeler, quand j'ai besoin d'avoir... comme avec Martine Aubry, on travaille... Relation directe entre le candidat et vous? Oui, vaut mieux. Par ailleurs, si ce n'était pas le cas, ce serait... Et puis, attendez, j'y rajoute, donc Martine Aubry, qui reste la première secrétaire, et une personne
totalement impliqué dans ce que seront les conditions de la victoire. Et puis je travaille beaucoup avec Manuel Valls. Alors c'est drôle parce qu'on est sur les deux bords, on va dire, de la... Extrême du Parti socialiste. Oui, mais d'abord, il faudra que les deux tirent dans le même sens pour que ça gagne. Et donc moi, je suis un fantassin. Et donc je veux que ça gagne. Et donc je veux que François Hollande gagne. Et donc je me mets au service du rassemblement. Et de surcroît, je pense que Manuel Valls est un responsable politique de grande intelligence et d'une grande capacité de travail, et moi j'aime bien bosser avec les gens. Primaire, hein. Non, mais vous savez, quand vous avez d'abord des copains, indépendamment de ce que vous pensez. Ah non, mais il faut être sérieux, 2 secondes. Moi je pense que ce type-là est un grand professionnel. Je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. François Hollande, vous voulez... Manuel Valls, pardon, donc ça me fait plaisir de bosser avec un professionnel. François Bayrou se lance demain officiellement dans la course à la présidentielle. Est-ce que vous êtes pour une alliance avec le MoDem au 2e tour de la présidentielle? Donc là, vous n'êtes pas sur la même ligne que François Hollande sur ce point-là. Vous demandez si je suis pour une alliance avec le MoDem. J'écoute ce que dit le MoDem. Le MoDem, il est contre le retour de la retraite à 60 ans, contre les 60 000 postes de profs, pour la règle d'or, contre toutes nos mesures de progrès social. Donc je ne suis pas pour une alliance avec le MoDem. Mais il y a des convergences, dit François Hollande, entre le MoDem et le Parti socialiste. Il y en aura. Pour l'instant, c'était surtout un objet politique non identifié qui est dans le débat politique. Un jour, une fesse posée à gauche, un jour, 2 tiers de fesses posées à droite, et plus souvent là qu'à gauche. Donc, bon, écoutez, il clarifiera, il dira ce qu'il aura à dire, François Bayrou. C'est trop tôt de lui tendre la main, mais alors. non, mais François Hollande, il est dans son rôle. Il est candidat à l'élection présidentielle. Si des gens appellent à voter pour lui, il ne va pas rejeter la main de ceux qui appellent à voter pour lui. Mais après, a-t-il parlé de Donc, faire entrer... Donc, il y a une intégration possible de François Bayrou dans l'équipe de François Hollande à un moment ou à un autre. Je pense qu'on est très loin de ce moment-là. C'est ce que vous espérez? Non, je ne parle pas. Je trahis votre sourire. Mais écoutez, je regarde la réalité telle qu'elle... la vie politique française, c'est qu'en général, quoi qu'il se passe, ça finit... Ces gens-là, je les respecte, hein, mais finissent plus souvent à droite qu'à gauche, ou pas longtemps, en général, à gauche. Le débat du jour à l'Assemblée nationale, faut-il pénaliser les clients des prostituées? Oui, je suis pour, moi. Pour une raison simple, c'est que la prostitution est une violence faite aux femmes, qu'il faut arrêter aujourd'hui, à partir de cas isolés de femmes qui n'ont pas de proxénète, qui font ça en maîtrisant et en choisissant leurs clients. La réalité de la plupart des femmes qui sont des prostituées, elles ne choisissent pas leurs clients. Elles le font avec des successions, pardon de parler crûment, de passes qui les amènent à être totalement abîmées, violentées dans leur dignité, leur intégrité. Et je trouve, et la réalité de la prostitution, c'est ça. Alors on peut nous raconter des jolies histoires autour, mais la réalité de la prostitution aujourd'hui en France, c'est cela. Et le modèle qui m'intéresse, c'est le modèle suédois, expérimenté depuis une dizaine d'années, et qui vaut beaucoup mieux que ces grandes braderies auxquelles on assiste dans les sex centers ou eros centers d'Allemagne ou de Catalogne, ou même en période de solde, on solde aussi les femmes. Je trouve ça, si c'est ce modèle-là, la marchandisation des corps que l'on veut, que ceux qui le défendent comme tel, mais je ne pense pas aussi qu'il faille des prostituées pour assouvir je ne sais quelle irrépressible libido des hommes. Vous observerez que le point commun à la prostitution, c'est que le prostitué soit un homme ou une femme, dans quasi 100% des cas, le client est un homme. Et il y aura toujours la demande des clients. Oui, mais l'abolition ne veut pas dire éradication. Ça ne veut pas dire que... Mais cela étant dit, les résultats de la Suède, ça montre quoi? C'est que ça diminue. Et qu'en Allemagne, on voit quoi? Un développement, y compris de la prostitution parallèle, et notamment en direction des mineurs. Donc moi, je ne veux pas d'un modèle qui légalise la prostitution et développe en plus des pratiques qui sont des pratiques inacceptables à l'égard des mineurs. Donc voilà, donc je suis favorable au modèle suédois. Et je pense que cette question des violences faites aux femmes est une question centrale dans la société française. Benoît Hamon, vous êtes un élu de la région Île-de-France. Le PS et les Verts ont conclu un accord sur un tarif de transport unique applicable dès le 1er janvier 2013. L'opposition de droite au Conseil régional dénonce un coût de 500 millions d'euros pour cette mesure. Comment vous allez la financer ? Écoutez, Madame Pécresse, elle est dans un registre qui est un registre... C'est-à-dire qu'elle est pour la rigueur budgétaire absolue quand il s'agit, et plutôt pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, quand on va financer une mesure qui est une mesure qui s'appuiera sur une contribution. Cette mesure, parce qu'on irait vers un pass Navigo à 262 euros pour tout le monde. Qui coûtera un peu plus d'argent. Et l'équilibre est à 90 euros. Oui, mais qui coûtera, qui nécessitera de mobiliser des ressources supplémentaires. Cela étant dit, qui va payer alors ? Ça peut être en partie les entreprises, mais ce ne sera pas, on va pas... Lesquelles ? Celles qui ont déjà du mal à payer mais on sera, de nouveaux wagons. Non, mais vous avez raison. Ouais. Le but, c'est pas d'être en situation
par un investissement de la région, de tarir ce que seraient les efforts que font les entreprises pour pouvoir créer de l'emploi, maintenir l'emploi. Donc nous en discuterons, mais je veux dire juste que c'est assez curieux que Mme Pécresse soit sur ce double registre différent à la région de son mandat de ministre du Budget. Mais est-ce que les habitants d'Île-de-France n'attendent pas avant tout des trains qui arrivent tout simplement à l'heure ou de nouvelles lignes? On n'échangera pas la qualité contre le tarif unique. Vous avez raison. C'est pour ça que ce qui était l'engagement des socialistes depuis le début, c'était de dire que ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'un, on ait des trains en nombre suffisant, 2, qui arrivent à l'heure, 3, qui soient de qualité, qui soient une qualité de l'équipement, qui permettent de voyager dans des conditions de confort. Mais qui suppose des gros investissements. Mais ce qui s'est fait, ce qui a été discuté dans le cadre du STIF, ces investissements sont des investissements qui sont maintenus, de façon à améliorer l'équipement des transports franciliens, mais nous n'abandonnerons pas la qualité au motif qu'il faut mettre en œuvre le tarif unique. À la tête de la région Île-de-France, le socialiste Jean Pauluchon dit qu'il en a un peu marre d'avoir toujours un pistolet sur la tempe, c'est celui des écolos. Est-ce que vous saluez François Hollande qui, lui, tente là encore de se dégager de ce pistolet sur la tempe que lui ont mis les écolos avec l'accord sur le nucléaire, entre autres? Je ne crois pas que... Non, mais quand même, c'est ce qui explique les grands cafouillages et le passage à vide de sa campagne, reconnaissez-le. Un désaccord sur un point, c'est le sort de La Hague. D'accord. On ne va pas refaire tout le débat sur le nucléaire, mais sur les pressions. Mais est-ce que vous avez l'impression que François Hollande, qui est en photo derrière vous, est un homme sous pression, complètement tétanisé devant Cécile Duflot? C'est son début de campagne. On le dit des Verts, on le dit aussi des aubristes, notamment pour la répartition des sièges aux législatives. J'atteste que tout ça est parfaitement faux. Voilà, et qu'il s'ébroue dans cette campagne présidentielle sans aucun stress lié à ses partenaires. La preuve, c'est qu'il a pris avec beaucoup de sérieux la question de l'accord vers PS, et notamment sur les points qui pouvaient, pour lui, poser difficulté. Le contraire eût été de considérer que tout ça n'engageait personne. Il est trop sérieux, effectivement, en tentant à tout prix de le corriger. Oui, mais ça montre que l'accord est sérieux. Autre dossier sensible en Île-de-France, c'est celui du logement, et notamment celui du micro-logement et de son coût. Le gouvernement souhaitait instaurer une taxe sur les loyers abusifs dans les petits logements de moins de 14 mètres carrés. Le Sénat, de majorité de gauche, a supprimé cette taxe. Vous regrettez ce vote? Je ne le comprends pas bien. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans l'hémicycle ici au Sénat? Je crois qu'il y a une décision qui a été prise. Je ne comprends pas bien aujourd'hui le sens de cette décision. Voilà. Mais les socialistes au Sénat estiment qu'il s'agit, certains en tous les cas, qu'il s'agit d'une mesure gadget. Oui, mais peut-être qu'elle ne va pas assez loin, etc. La présidente de la commission des... La rapporteure... Ça ne m'a pas échappé. Mme Bricq pense cela. J'ai entendu ses arguments. Je pense que... Elle pense que le dispositif est inefficace. Oui, mais qu'elle est inefficace. Mais c'était un symbole porté par toutes les associations de défense du droit au logement, porté par la gauche. Et je pense que... C'est une erreur. Une erreur de vote au Sénat? Je préférerais que cette taxe soit maintenue. D'accord, il faut corriger l'erreur. Je ne suis pas là pour... Je ne suis pas un prof qui distribue les bons et les mauvais points. Vous me demandez une position, je vous la donne. Vous dites comme Benoît Apparu, le ministre du Logement, que c'est un mauvais coup porté aux plus fragiles. Dites-le. Il faudrait que lui commence à faire son boulot de secrétaire d'État. Voilà, il voulait instaurer une taxe. Oui, mais voilà, il commence 6 mois avant la fin de son mandat. Donc, je l'aime bien, Benoît Apparu, mais je veux dire, quand on voit aujourd'hui le prix du loyer, les prix des loyers, la montée de la spéculation sur l'immobilier, l'absence de taxes sur les logements vides, etc. Voilà des mesures qu'il aurait été utile de prendre, et là, elles n'ont pas été prises. Juste, dernière question, Benoît Hamon. Je vous en prie. Dernière question. Vous serez candidat aux législatives dans les Yvelines? Oui, à Trappes, Pélancourt, Bois d'Arcy, Saint-Cyr-l'École. Donc ça, c'est confirmé, sûr. Ah oui, jusqu'à présent, j'ai été investi. Il faut réparer l'échec des européennes, en siégeant cette fois dans l'Assemblée nationale, Benoît Hamon. J'aimerais bien être député, mais on verra bien. Ça, ce sont les électeurs de la 11e circonscription des Yvelines qui le diront. Merci à vous, merci Perrine. La semaine prochaine, Cécile Duflot sera l'invitée de Preuve par 3. Bonsoir.